la République démocratique du Congo compte bien jouer sa partition dans la nouvelle révolution industrielle qui est celle non seulement des énergies vertes et renouvelables, mais surtout des batteries électriques. C'est pour cela que vous voyez dans son discours, dans ses postures et dans sa fermeté, il veut imposer la présence et le partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les différents partenaires. Ce n'est que à ce prix-là que pour la toute première fois de notre histoire, nous n'allons plus subir ce que nous avons toujours subi, c'est-à-dire un pays réservoir où on vient puiser les ressources pour faire le bonheur du reste du monde. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency, for setting out the DRC's policy and mission in this area and the progress to date, and especially for your final remarks. I'd now like to invite, in the audience, I'd now like to invite Mr. Emmanuel Mbula from the organization AfriWatch to provide a civil society perspective on this topic and set out what he sees as some of the expectations for the key players in this transition. Merci beaucoup Madame. Excellences, Monsieur le ministre de l'Industrie, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole ici au nom de mon organisation qui s'appelle AfriWatch. Je n'ai pas une présentation comme telle, mais je vais faire quelques points pour donner la lecture de la société civile par rapport à la question de la transition énergétique. Et pourquoi je le fais? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est le fait que notre organisation a été parmi les premières organisations qui avaient alerté sur la question de l'exploitation de nos ressources, notamment les rapports que nous avions publiés en 2016 sur la problématique du cobalt. Et récemment, nous avons publié il y a une année, un nouveau rapport sur les îlots de responsabilité. Voilà. Alors, et ici, je vais parler au nom de mon organisation, tout en, j'espère que ce que je vais dire va d'une manière ou d'une autre rencontrer la vision ou les attentes de la société civile de manière générale. Donc, pour dire que je n'ai pas eu à consulter les collègues, parce que je parle au nom de la société civile. Et je présente la perspective de la société civile. Alors, je commence par deux grandes questions. La première question, c'est de dire pourquoi on exploite nos minéraux. Est-ce qu'on exploite, on parle de la transition énergétique, c'est pour alimenter les Nord, ou bien la RDC en tant que pays a aussi besoin de ces minéraux. La deuxième question, c'est, je crois que l'excellence vient de nous donner des chiffres, et quand on regarde les chiffres, on s'est dit en tant que Congolais, quelle est notre part dans cette question de transition énergétique? Quelle est notre part? Donc c'est très important, et ça montre que la question n'est pas juste une question de faire des discours, mais c'est une question qui doit nous interpeller pour que tous nous puissions agir. Ça fait longtemps que nous faisons des discours, et moi personnellement je ne suis pas habitué à faire des discours. Et donc je vais commencer, parce qu'on m'a demandé de faire le point, quelles sont les perspectives de la société civile, et on m'a demandé de dire qu'est-ce que nous en tant que société civile nous attendons de l'État congolais.
La première des choses, ce que nous attendons de l'État congolais, premièrement, c'est la mise en place d'un cadre légal qui est complet. Parce que pour que les acteurs que nous appelons viennent chez nous, ils doivent comprendre quelle est la règle du jeu. Qui intervient à quel niveau. Nous savons que nous avons le code minier qui donne cette règle de jeu. Mais lorsque vous prenez le secteur comme le secteur minier artisanal aujourd'hui, finalement on ne sait pas où est-ce qu'on est. C'est un problème. L'État qui dit je vais contrôler la production du cobalt. En même temps, ça fait des années, on continue à tourner et on n'arrive même pas à formaliser le secteur minier artisanal. Ça, c'est pour nous le premier problème. Donc on demande à l'État de clarifier les règles du jeu. C'est très important. Le deuxième élément, c'est la répartition de la rente, qui doit être équitable. On vient de nous citer des montants. Quelle est la part de la RDC dans cette rente minière? C'est beau de citer les montants, mais lorsqu'on regarde la taille de notre budget, on se dit, bon, est-ce qu'on gagne? Ou bien on s'est réveillé en retard. Le troisième élément, c'est en fait, on regarde, lorsqu'on prend l'exploitation minière artisanale, on a beaucoup plus donné des parts aux géants en oubliant les faibles. Lorsque vous allez à Kolwezi, la question des zones d'exploitation minière artisanale, c'est une question qui est sous toutes les tables. Tout le monde en parle, mais personne ne veut bouger pour trouver des solutions. Lors de la révision du code minier, nous avions discuté, nous avions même introduit l'article 30. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là, en train de répéter la même chose. En train de dire que nous devons formaliser le secteur. Malheureusement, si vous allez à Kolwezi, on continue à travailler dans les concessions des privés et l'État congolais perçoit de l'argent alors qu'on sait que ce sont des minéraux qui sont tirés dans des concessions des privés. Et donc, pour nous, il faut quitter cette étape d'hypocrisie et aller vers l'action. Le troisième ou quatrième élément, l'organisation du marché de l'exploitation minière artisanale. Qui ne sait pas qu'on est en train d'exploiter les Congolais à Kolwezi? Qui ne sait pas dans la salle? Qui ne sait pas que les Congolais ne vendent pas les minéraux à leur prix juste? Tout le monde sait, mais personne ne veut agir. Et cela est lié, lorsqu'on essaie de regarder la situation de manière honnête, on trouve que cela est lié au conflit d'intérêts à tous les niveaux. Et donc, il faut regarder la question en face et dire si nous voulons que l'État profite de ces minéraux, nous devons accepter que ces secteurs soient formalisés pour que des milliers de gens pour qui nous parlons, parce que ici, lorsqu'on regarde, tous nous parlons au nom des communautés, mais on ne veut pas agir. Et le dernier élément par rapport à l'État, c'est, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on crée la plus-value, qu'on crée la valeur ajoutée. Comment on peut comprendre que nous ne sommes pas maîtres de nos propres minéraux dans notre propre pays? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que tout l'intellectuel, toute l'intelligence plutôt de la RDC n'est pas à mesure de se mettre autour d'une table et réfléchir sur la solution, comment la RDC peut être maître de ses ressources? Et donc l'idée de créer la valeur ajoutée, je pense que nous la saluons et nous disons qu'il faut agir très vite parce que nous sommes en retard. Du côté des entreprises ou du secteur privé, nous voulons que le secteur privé accompagne l'État. Et je crois qu'on nous a démontré que faire les affaires au Congo, notamment installer une industrie de transformation ici, coûterait moins cher par rapport à partout ailleurs. Donc nous devons accompagner l'État.
Deuxièmement, nous devons accompagner l'État à mettre en œuvre les règles. Et j'ai un message particulier à tous les partenaires qui viennent accompagner l'État. Accompagnons l'État à développer des standards. C'est très important parce qu'à un certain moment, on sent qu'il y a un conflit. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des standards, qui veulent imposer ce que l'État doit faire. Je pense qu'on doit laisser à l'État la possibilité d'accompagner l'État à développer ces standards et non pas venir et imposer à l'État des standards. Je crois que ça c'est très important de le dire. Et c'est ça qui retarde parfois le développement ou de certaines choses parce qu'on vient avec des standards tels veut essayer. Nous ne sommes pas dans un pays où on vient essayer, nous voulons agir. Deuxième chose par rapport au secteur privé, la collaboration avec le gouvernement dans l'obtention et la création des EGA. Je crois que je l'ai dit du côté de l'État. Aujourd'hui, le secteur privé qui reconnaît les problèmes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de responsables qui m'ont dit « Ah non, nous sommes en train de vouloir donner quelque part, on va donner. » Mais jusque-là, il n'y a rien qui est donné. Est-ce qu'on peut agir? Troisième chose, c'est le partage équitable et juste de la rente minière. Les secteurs privés. Chaque fois que quand moi je rencontre les gens du secteur privé, ils me parlent, personne ne m'a jamais dit ce qu'ils gagnent. Tout le monde me dit, vous savez, on a telle communauté, nous avons fait ceci, nous sommes allés, on a construit des maisons. Mais nous savons que cela ne représente pas un grand pourcentage. Nous le savons. Parce que construire une école, bon, il faut aller. Quelle durabilité de cette école? Donc pour moi c'est très important, quittons l'hypocrisie, parlons ouvertement pour dire qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous laissez à ces pays. Et parlant toujours des partages équitables, je pense que j'ai un exemple, j'ai dit, est-ce qu'un jour on peut rêver, toutes les villes que nous avons dans les Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi, sont nées parce qu'il y a eu une industrie minière. Je me dis, et là, la RDC ou les Zaïre ne produisaient pas autant qu'on le fait aujourd'hui. La plus grande question, c'est que, est-ce qu'à la fin de cette exploitation, nous pouvons avoir des villes qui vont dépasser les villes que la GKB nous a laissées? Je ne sais pas si la réponse oui, et sera oui ou non, je ne sais pas, mais à voir les choses, je dirais non. L'autre chose, toujours par rapport à cette question, c'est le fait que quand je regarde toutes les entreprises minières, les travailleurs expatriés ne vivent pas dans la cité. Ils sont quelque part, bien enfermés. Ils ne sont pas en contact avec les Congolais. C'est très bien, mais est-ce que ça nous profite? Comment quelqu'un qui n'a pas ses enfants au Congo peut construire une bonne école? Comment quelqu'un qui n'a pas ses enfants au Congo peut construire un bon hôpital? Donc je pense que nous devons nous questionner. Alors, l'esprit derrière ça, c'est le Congo, comme l'excellence vient de le dire, c'est un dépôt de matières premières. Donc on vient, c'est très vite et on part. Cette vision devait changer. Nous devons avoir des entreprises qui ont une vision d'entrer dans la société, d'avoir des travailleurs qui vivent au Congo et qui ont leur famille au Congo. C'est à ce moment-là que nous, en tant que pays, on tirera des profits. Par rapport toujours par rapport au secteur privé, il faut qu'on arrive à organiser les marchés, les marchés au Congo. Il faut qu'on arrive à organiser les marchés, c'est très important. Aujourd'hui, les créateurs ne profitent pas. On nous parle de 250 000 personnes. Si nous faisons une moyenne de 5 personnes par famille, on peut voir le nombre. Est-ce que c'est difficile d'organiser les marchés? Et donc, la question des prix, la question des poids, surtout l'exploitation minière artisanale, il y a des sérieux problèmes et qu'il faut agir.
je touche la question des travailleurs, les conditions, quand on regarde. C'est vrai, moi, chaque fois que je rencontre des entreprises, on me dit, non, voyez, on a créé du travail, mais quelle est la qualité du travail qu'on crée pour les Congolais? Quelle est la qualité du travail? Presque toutes les entreprises qui sont chez nous n'engagent pas les Congolais directement. On a des entreprises sous-traitantes et nous savons les conditions dans les entreprises sous-traitantes. Je pense que c'est une question. Si nous voulons parler de transition énergétique juste, alors regardons aussi cette question-là, qui est une question essentielle. L'autre question, c'est la question de... C'est vrai, quand une entreprise vient, on dit non, au Congo, il n'y a pas d'expertise, on ne peut pas nous fournir ceci. Mais vous nous dites que vous avez investi autant de milliards dans notre pays, mais tous les services, vous les avez achetés à l'extérieur. Et nous, on reste avec une dette que nous payons avec nos minéraux. Est-ce qu'on ne peut pas développer un savoir-faire national pour qu'on soit en mesure de fournir des services et tirer profit de cette transition énergétique? Je vais aller vite au niveau de la société civile parce que je sais que les minutes sont comptées. L'autre aspect, c'est effectivement, nous voulons que le secteur privé accompagne l'État à matérialiser ces projets, de produire les batteries localement. Je sais que ce n'est pas facile, mais s'il y a de la volonté, si les gens veulent effectivement que la RDC tire profit de cette transition énergétique, je crois qu'on ne doit plus accepter que notre cobalt soit exporté en sel de cobalt. Il faut lui donner de la valeur ajoutée. Et c'est très important. Et je pense que les amis de la RDC ne trouveraient pas d'inconvénient que cela soit fait ici. Parce que même les grandes entreprises, des grands noms, seraient très contentes, ou des grandes entreprises seraient très contentes de laisser une bonne histoire dans un pays comme la RDC, comme la Gécamine l'a fait. Par rapport aux communautés, quelles sont les attentes des communautés? Je pense que pour les communautés, je crois que c'est améliorer les conditions de travail. C'est très important. Si vous êtes là où on exploite, vous rencontrez les travailleurs après leurs heures de service, vous leur parlez, vous allez comprendre que c'est vrai, on a donné de l'emploi, mais la qualité de cet emploi pose problème. Les salaires qu'on tire posent problème. Les ingénieurs congolais qui ont les mêmes diplômes que ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas les mêmes traitements. Donc c'est très important que l'État, que ceux qui viennent investir chez nous regardent cet aspect-là. C'est très important. Deuxième chose, par rapport aux communautés, c'est regarder la question des sous-traitances. Comment on accepte? On avait la Gécamine qui engageait tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va me dire que le monde est en mouvement. Mais le monde ne doit pas être en mouvement en créant des esclaves du temps moderne. Donc, on doit regarder ça de plus près. Donc, les communautés seraient d'accord avec moi. Troisième chose, c'est la création des EA pour l'exploitation minière artisanale. Je crois que les communautés, si vous allez à Colombie, vous allez à Likasi, je crois que c'est une question qui revient. Et tout le monde en parle. Je répète, il faut qu'on agisse. L'avant-dernier élément, c'est l'augmentation et l'organisation du marché. Il faut organiser les marchés de l'exploitation minière artisanale. Moi, je viens de Colombie il y a quelques jours. J'ai visité, je ne peux pas citer la mine ici et la carrière, parce que l'objectif n'est pas d'accuser, mais c'est de soulever les problèmes pour qu'ensemble qu'on agisse. Mais c'est très grave. On m'a dit non, il y avait un acheteur qui était ici, nous l'avons chassé et on a amené d'autres acheteurs. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui a changé finalement? Parce qu'on continue à acheter de la même manière. Le dernier point, c'est la question des réductions des violations des droits de l'homme. Je crois que nous sommes tous d'accord, quand vous allez dans les zones minières, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la délocalisation des communautés. Vous allez trouver qu'il y a des problèmes liés à la pollution. C'est vrai qu'il y a des débats, est-ce qu'il y a pollution, est-ce que le fait que l'eau a changé, c'est la pollution, mais que les services de l'État devaient faire leur travail pour protéger. Parce que la transition énergétique pour nous ne doit pas se faire sous les dos des Congolais pour enrichir le Nord au détriment du Sud. Une bonne transition énergétique devra se faire
lorsque nous allons partager la rente, pas, je ne sais pas, peut-être pas de manière équitable, mais lorsque la RDC pourra tirer aussi sa part. Voilà pour nous ce que nous entendons par une bonne transition énergétique. Merci. Thank you so much, Emmanuel, for sharing such important points around the expectations of private sector, government, civil society itself, and those of the communities. And certainly representing industry here, definitely points that we will take back to our members when we return back to Europe. I'd now like to welcome our panel, who have been sitting very patiently, and I see also taking lots of notes to reflect on. So we are very fortunate today to have Mr. Tosi Mpano, who is Health, Safety and Environment Director at EGC, as well as former DRC climate negotiator and climate specialist at the Environment Ministry. We have Madame Marie-Chantal Kaninda, who's the DRC Head of Corporate Affairs for Glencore and Chair of KCC, and Glencore is a member of Cobalt Institute. We also have Mr. Eddie Kioni, CEO of Sud-Stout, Madame Giselle Blandine Ongotto, who is the Director of the Coteco project of the International Labour Organization, the ILO. And last but not least, we have Mr. David Stearns, Corporate Engagement and Strategic Partnerships at the Fair Cobalt Alliance. I'll come and take my place in a minute by you, but since I have the mic here already, I'll start by asking the panel to each share their thoughts on what they believe an equitable green and just transition looks like for the DRC, and what it is they're doing in their respective roles and organizations representing government, private sector, civil society, international organizations, and multi-stakeholder partnerships that is interconnected with this vision. And I would start by asking Tosi, who actually wears two hats, and we're very fortunate today, as certainly he is one of the experts in the room around the COP process and the COP insights. So I'd like to start with you, and I'll come back and take my place. Thank you. Oui. Merci au Cobalt Institute pour cette invitation. On a droit à combien de minutes lors de l'intervention? Oui, donc moi je trouve toujours cette question assez intéressante. La transition énergétique verte, équitable et juste. Particulièrement dans le contexte d'un pays comme la RDC, qui a 100 millions d'habitants, qui pour seulement 9 à 10% d'entre eux ont accès à l'électricité, qui a 100 millions d'habitants et 75% d'entre eux vivent avec moins de 1,9 $ par jour, qui a 100 millions d'habitants et environ 60% d'entre eux ont moins de 25 ans et n'ont pas d'énormes perspectives d'avenir. Alors je me pose la question de savoir, on demande à la RDC de faire une transition de où à où? Puisque pour moi il n'y a même pas de potentiel de faire de transition. Puisque cette transition énergétique dont on parle, c'est la manière de pouvoir permettre à des économies qui sont intensives en énergie